Mon père m'a lancé un ultimatum, inviter ma sœur, qui a couché avec mon ex, sinon il sauterait mon mariage. Alors je l'ai remplacé et il a perdu. Ce jour n'était que le début. Ce mois-ci, j'ai épousé l'amour de ma vie, Zach. En tant que jeune marié, vous vous attendez à ce que nous profitions de la joie de notre lune de miel, planifions notre avenir ou profitions simplement du bonheur de commencer ce nouveau chapitre ensemble. Au lieu de cela, je me tourne vers Reddit aujourd'hui, désespéré de trouver des éclaircissements et des conseils, parce que mon père me rend la vie insupportable. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, suis-je le coupable ici? Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Le problème remonte à ma décision d'inviter mon père à m'accompagner dans l'allée lors de mon mariage. À première vue, cela peut ressembler à un geste doux et typique. Cependant, il est important de noter que mon père et moi n'avons jamais été proches, principalement à cause de son attitude à mon égard. Vous voyez, ma mère est morte en me donnant naissance. À ce moment-là, mon père n'était même pas là. Il était en voyage de travail lorsque ma mère a commencé à accoucher de manière inattendue. Il y a eu des complications, elle a subi une grave perte de sang et malgré les efforts du médecin, ils n'ont pas pu la sauver. Au moment où mon père est revenu, il a appris la terrible nouvelle que sa femme était partie. Il ne lui restait que moi, un nouveau-né qu'il n'avait jamais rencontré et qui, à ses yeux, était responsable de la mort de sa femme. Cela a donné le ton à tout ce qui a suivi. Maintenant, je comprends, dans une certaine mesure, que perdre ma mère comme il l'a fait a dû être dévastateur pour lui. Mais au fil des années, il est devenu évident que son chagrin s'était transformé en ressentiment à mon égard. Ce ressentiment n'était pas subtil, c'était fort et évident dans la façon dont il me traitait. J'ai souvent eu l'impression de porter le poids de la culpabilité pour quelque chose sur lequel je n'avais aucun contrôle, simplement parce que j'étais le bébé qui avait survécu quand ma mère ne l'avait pas fait. Ma sœur aînée, Marie, qui a 4 ans de plus que moi, m'a dit un jour que pendant mes premières années, papa ne me regardait même pas. Elle a dit qu'il dirait à tous ceux qui voulaient l'entendre que je lui rappelais trop maman, et il n'aimait pas ça. Apparemment, il a embauché une nounou à plein temps et je suis resté presque toute la journée avec elle. En conséquence, j'ai passé mon enfance à me sentir négligé et indésirable. Ce rejet était quelque chose que j'ai ressenti profondément en grandissant, même s'il ne m'a jamais été directement expliqué. Alors que les autres enfants avaient un père aimant sur qui compter, le mien me traitait comme si j'existais à peine. D'un autre côté, Marie a toujours été la préférée de papa. Ce n'est pas seulement mon point de vue, c'est un fait que Marie et moi avons reconnu au fil des années. Mon père n'a même pas essayé de le cacher. Il lui a prodigué une attention et des soins d'une manière dont je ne pouvais que rêver. Elle était l'enfant en or, celle qui ne pouvait rien faire de mal pendant que j'étais là. Je me souviens qu'après mes 10 ou 11 ans, on m'a confié le rôle d'aide familiale. Papa m'ordonnait de faire les tâches ménagères tandis que Marie était dispensée de lever le petit doigt. Quand je lui demandais pourquoi, il le justifiait en disant que Marie devait se concentrer sur ses études et ne devrait pas se soucier de tâches comme faire la vaisselle ou faire la lessive. Mais pour moi, il a dit que je devrais apprendre à gérer ces choses parce que je n'étais pas aussi bonne en études que Marie et que je pourrais finir par être une femme au foyer. Évidemment, c'était injuste, mais il s'en fichait. Il me restait à prendre le relais. Je nettoyais, frottais, pliais les vêtements et si jamais j'osais me plaindre ou demander de l'aide, papa se mettait en colère. Il menaçait de me punir ou de me retirer mon téléphone, ce qui, quand j'étais enfant, était la punition ultime. Si je voulais quelque chose, une nouvelle tenue, un livre, n'importe quoi, on me disait que c'était inutile ou que c'était un gaspillage d'argent. Pendant ce temps, Marie semblait obtenir tout ce qu'elle voulait sans même y réfléchir. Si j'étais bloqué quelque part et que je l'appelais pour qu'il vienne me chercher, il refuserait catégoriquement et me dirait de le découvrir par moi-même, même si cela signifiait rentrer seul à la maison. Mais si Marie avait besoin d'être emmenée, que ce soit à 5 minutes ou à 1 heure, papa laisserait tout tomber pour être là pour elle. Il n'y avait ni question, ni excuse, juste un dévouement sans faille à son égard. L'injustice était exaspérante. Au fil du temps, Marie a également commencé à exploiter les préjugés de papa pour me rendre la vie encore plus difficile. Par exemple, si quelque chose se brisait dans la maison, elle me le reprochait immédiatement, sachant très bien que peu importe combien je niais ou expliquais ce qui s'était réellement passé, papa se rangerait de son côté et me punirait. Marie utiliserait mon amour pour les arts et l'artisanat pour me rabaisser. J'ai toujours été une personne créative, trouvant du plaisir à fabriquer des choses de mes mains, mais Marie utilisait cette passion contre moi, se moquant de moi auprès de papa, disant à quel point j'étais girly et enfantine et que les arts et l'artisanat étaient réservés aux perdants.
Il ne ferait rien pour me défendre et se moquerait de moi à ses côtés. Cela me faisait profondément mal parce que c'était quelque chose qui me rendait heureux, et pourtant c'est devenu une autre raison pour ma famille de me traiter comme si je n'étais pas à la hauteur. Parfois, chaque fois que j'étais en désaccord avec papa ou que je me défendais, Marie intervenait pour le défendre, me décrivant comme une enfant irrespectueuse et difficile. Un jour, lors d'une dispute, elle est même allée jusqu'à dire que maman aurait eu honte de donner naissance à quelqu'un comme moi. Elle a ajouté qu'elle aurait souhaité que je meure à la place de maman, car je rendais sa vie et celle de papa misérable. Cette déclaration m'a bouleversé. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe lorsque vous entendez de telles choses de la part de votre propre frère, sœur et père presque tous les 2 jours? Vous apprenez à vivre dans la culpabilité et commencez à garder les choses pour vous. À cause de tout cela, j'ai appris à être extrêmement prudent avec Marie et papa. J'avais l'impression de marcher tout le temps sur des œufs, constamment sur mes gardes pour éviter de faire ou de dire quoi que ce soit qui pourrait déclencher leur critique ou leur punition. J'en avais marre d'être blâmé pour la mort de maman. J'ai commencé à compter les années et les jours jusqu'à ce que je puisse partir à l'université, et quand j'en ai finalement eu l'occasion, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai déménagé et j'ai finalement trouvé mon propre emploi pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'était comme si j'avais enfin goûté à la liberté, à la capacité de vivre ma vie selon mes propres conditions sans l'ombre constante de mon père et de ma sœur qui pesaient sur moi. Après mon déménagement, les choses avec papa se sont légèrement améliorées, non pas parce que nous nous sommes rapprochés, mais parce que nous ne nous voyons plus souvent. La distance physique permettait d'éviter plus facilement les bagarres ou les rencontres tendues. Pendant ce temps, Marie, qui n'a jamais cherché d'emploi stable, est restée avec papa sans loyer. Au fil des années, elle prétendait à tout le monde que c'était sa stratégie pour économiser de l'argent, alors qu'en réalité, je savais qu'elle aimait juste être dorlotée et favorisée par mon père. Il aimait prendre soin d'elle, même si elle était une adulte à qui on aurait dû apprendre à être plus indépendante et responsable, et elle le laissait volontiers faire. Un jour, à Thanksgiving, papa m'avait invité, moi et mon petit ami de l'époque, à passer les vacances chez lui. Je n'en étais pas ravi, je n'étais pas proche d'eux, mais j'ai accepté par politesse. Mon petit ami et moi avons décidé de rester seulement 3 nuits et de passer ensuite le reste des vacances avec sa famille, où les choses seraient plus chaleureuses et plus accueillantes. Lorsque Marie a rencontré mon ex lors de cette visite de Thanksgiving, les choses ont empiré. À partir du moment où ils ont été présentés, elle a constamment flirté avec lui d'une manière qui lui semblait totalement inappropriée. Elle n'arrêtait pas de le couvrir de compliments, le traitant de beau et de magnifique, tout en me rabaissant subtilement en disant qu'elle n'aurait jamais pensé que son vilain petit canard de sœur finirait avec quelqu'un comme lui. J'étais visiblement offensé, mais je ne voulais pas me battre avec elle devant mon petit ami d'alors. Cependant, son comportement a dépassé les limites lorsqu'elle a commencé à trouver des excuses pour le toucher, de légers effleurements sur son bras, de se pencher trop près ou de tapoter de manière ludique sur son épaule. Ce n'était pas seulement inconfortable pour moi, c'était incroyablement irrespectueux. C'est à ce moment-là que j'ai essayé de gérer la situation avec maturité. Je l'ai prise à part et lui ai poliment demandé de baisser le ton, lui expliquant que ses actions pourraient le mettre mal à l'aise. Mais Marie, fidèle à son habitude, m'a repoussé, disant que je réagissais de manière excessive et que je devrais arrêter de gâcher la soirée avec ma jalousie. Elle a rejeté mes inquiétudes comme si elles étaient insignifiantes, se moquant même de moi. Après le dîner, papa est monté dans sa chambre, me laissant, Marie et mon ex, regarder un film ensemble dans le salon. Ce qui aurait dû être une soirée agréable et relaxante s'est rapidement transformé en une autre situation inconfortable. Tout au long du film, Marie a continué à trouver des raisons de jouer et de se battre avec mon ex, comme une enfant, en lui donnant des coups de coude, en le taquinant et en se penchant dans son espace personnel. Ce qui a aggravé la situation, c'est que mon ex semblait bénéficier de toute l'attention. Même si je ne dirais pas qu'il rendait ouvertement l'appareil à son flirt, il ne le décourageait certainement pas non plus. En les voyant tous les deux, je me suis senti complètement mis à l'écart, comme si j'étais la 3e roue de mon propre petit ami et de ma sœur. C'était humiliant. À un moment donné du film, je n'en pouvais plus. J'étais fatigué, émotionnellement et physiquement, et le sentiment de manque de respect dans la maison de ma propre famille était trop lourd. Je me suis excusé et suis monté dormir un peu, les laissant seuls pour finir le film. Je pensais que mon petit ami finirait par me rejoindre dans ma chambre, mais il ne l'a jamais fait. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et la maison était étrangement calme. Quelque chose m'a immédiatement semblé étrange, d'autant plus que j'ai remarqué que mon petit ami d'alors n'avait pas dormi du tout à côté de moi toute la nuit. Inquiet et un peu méfiant,
j'ai décidé de descendre pour voir comment il allait, pensant qu'il s'était peut-être endormi sur le canapé en regardant le film. Mais il n'était pas là. Un creux a commencé à se former dans mon estomac alors que je pensais à l'endroit où il pourrait être. Contre mon meilleur jugement, je me dirigeais vers la chambre de Marie, le cœur battant. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, ma pire peur se déroulant sous mes yeux. Mon ex et ma sœur dormaient ensemble, à moitié nus. Sur le sol à côté d'eux se trouvaient 2 bouteilles de vin vidées des verres. Cette vue m'a fait me sentir profondément malade. Ma tête tourna d'incrédulité et de colère lorsque je réalisai qu'il avait couché avec ma sœur. Parmi toutes les personnes avec qui il aurait pu me tromper, c'était Marie, ma sœur, la seule personne qui avait déjà rendu ma vie misérable d'aussi loin que je me souvienne. Je ne pouvais pas retenir ma rage. J'ai crié, les réveillant en sursaut. Ils semblaient tous les deux surpris et paniqués lorsque je commençais à leur jeter des oreillers avec colère. Mon ex a commencé à balbutier des excuses, affirmant. À maintes reprises, il répétait que c'était une erreur et accusait l'alcool. Il a dit qu'ils étaient tous les deux trop ivres pour savoir ce qu'ils faisaient, comme si cela était censé excuser leurs actes. Ces paroles n'ont fait que me mettre encore plus en colère. L'ivresse n'efface pas la trahison. Ce qui faisait encore plus mal, c'était la réaction de Marie. Elle ne s'est jamais excusée. Elle ne semblait même pas gênée ou regretter. Au lieu de cela, elle a eu l'audace de me dire de sortir de sa chambre pour qu'elle puisse s'habiller. Elle m'a crié dessus pour avoir envahi sa vie privée, comme si c'était moi qui avais tort de les avoir surpris en flagrant délit. Son absence totale de remords, son arrogance et sa tentative de renverser la situation m'ont laissé sans voix. Quand j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé, je m'attendais au moins à ce qu'il partage mon indignation ou m'offre une sorte de soutien. Au début, il semblait aussi choqué et consterné que moi. Pendant un bref instant, j'ai pensé qu'il pourrait réellement me soutenir, mais ensuite son ton a changé. Il m'a dit, sans équivoque, que même s'il ne soutenait pas les actions de Marie, il n'allait pas interférer parce que Marie et mon ex étaient tous deux adultes, ils étaient donc autorisés à faire ce qu'ils voulaient. Il a agi comme si le fait que ma sœur ait couché avec mon petit ami d'alors était une erreur qui pouvait simplement être balayée sous le tapis, plutôt qu'une trahison monumentale. Ce qui a aggravé les choses, c'est la façon dont papa a essayé de rejeter la faute sur moi. Selon lui, j'aurais dû faire plus attention au genre d'homme que j'introduisais dans la famille. Il a dit que mon ex avait un caractère lâche, donc c'était essentiellement de ma faute si je l'avais amené avec Marie. C'était comme s'il croyait que j'aurais dû prédire d'une manière ou d'une autre la trahison de mon ex ou pire, que je m'étais délibérément préparé à ce chagrin. Ces commentaires m'ont donné l'impression de perdre le contrôle de la réalité. Ma sœur n'était pas une spectatrice innocente dans cette situation. Elle a activement poursuivi mon ex, sachant très bien à quel point cela me ferait mal, mais mon père a complètement minimisé son rôle, l'absolvant presque de tout, tout en rejetant entièrement la faute sur moi. C'était comme s'il refusait de tenir Marie pour responsable de tout ce qu'elle faisait, aussi cruel ou égoïste soit-il. En fin de compte, je savais ce que je devais faire. J'ai immédiatement rompu avec mon ex. Il n'y avait aucun retour sur ce qu'il avait fait, et je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui me trahirait si profondément, surtout avec ma propre sœur. Quant à Marie, j'ai rompu tout lien avec elle après cela. Elle ne s'est jamais excusée ni n'a montré le moindre remords. Au lieu de cela, elle a pris la situation et en a fait un sujet de vantardise. Elle racontait à nos cousins comment elle avait volé mon homme en une nuit et se vantait même qu'il lui avait apparemment dit qu'elle était meilleure que moi au lit. C'était ignoble et humiliant, et elle disait tout cela avec fierté, comme si me faire du mal était pour elle une sorte de victoire tordue. Ma relation avec mon père s'est également rompue. Son refus de demander des comptes à Marie et sa décision de se ranger de son côté eux-mêmes indirectement ont été la goutte qui a fait déborder le vase. Je n'ai eu aucun contact avec lui. Papa essayait parfois de me contacter pour arranger les choses, mais je refusais toute communication. Cependant, les choses ont ensuite changé. Sorti de nulle part, plus tôt cette année, mon père a eu un grave problème de santé. C'était grave, même si les médecins ont réussi à le sauver, cette expérience l'a laissé faible et nécessitant des soins. Malgré toute la douleur et le ressentiment que je nourris, c'est moi qui suis intervenu pour l'aider. Pas par obligation, mais parce que je savais que j'avais les moyens et le cœur de le faire. J'avais déjà perdu ma mère, et malgré tout, je ne voulais pas perdre mon père aussi. J'ai assumé une grande partie des responsabilités liées à son rétablissement. J'ai payé des frais médicaux que son assurance ne couvrait pas et j'ai embauché un gardien pour m'assurer qu'il se sentait à l'aise et se rétablissait bien à la maison. Ce n'était pas facile,
mais je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Ma sœur, en revanche, n'a fait que peu ou rien pour m'aider. Son salaire n'est pas suffisant pour payer quoi que ce soit de substantiel, et elle ne semble pas non plus particulièrement encline à cotiser. Elle m'a juste laissé assumer toutes les responsabilités de papa. Je suppose que pendant ce temps, les yeux de papa se sont finalement ouverts à la vérité. Il a réalisé à quel point je prenais soin de lui alors que Marie ne levait pas le petit doigt. De façon inattendue, il m'a présenté ses excuses. Il a reconnu comment il m'avait traité en grandissant, comment il n'avait pas été là pour moi et comment il avait laissé passer les actions de Marie lorsqu'elle me faisait le plus mal. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que papa voyait vraiment la douleur qu'il m'avait causée. Ce fut un moment de guérison, et même si cela n'a pas tout effacé, cela nous a ouvert la porte pour commencer à reconstruire notre relation. Nous avons commencé à parler davantage et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'espoir pour nous. Ainsi, lorsque j'ai commencé à planifier mon mariage, inviter mon père m'a semblé la bonne chose à faire. Notre relation semblait s'améliorer lentement et malgré tout, je voulais qu'il soit là pour un moment aussi important de ma vie. Cependant, il était hors de question d'inviter Marie. Elle ne s'était jamais excusée ni ne m'avait montré qu'elle éprouvait des remords pour ce qu'elle m'avait fait. Elle et moi n'avions aucune relation et je voulais que cela continue ainsi. Mais mon père, peut-être enhardi par notre nouvelle relation, a commencé à me pousser à l'inviter. Il a insisté sur le fait que Marie avait changé et méritait une seconde chance. Je lui ai demandé catégoriquement si elle avait vraiment changé, alors pourquoi ne m'avait-elle pas contacté une seule fois pour s'excuser? Si elle avait des remords, des excuses ne seraient sûrement pas trop demandées. Mais au lieu de comprendre mon point de vue, papa a doublé sa mise en disant que je devrais laisser le passé derrière moi et ne pas harceler Marie pour lui demander des excuses. Il a fait valoir que des années s'étaient écoulées depuis l'incident avec mon ex et que mon mariage était l'occasion idéale pour un nouveau départ pour nous tous. Je ne pouvais pas croire qu'il me demandait ça. Après tout ce que j'avais vécu, après tout ce que Marie avait fait, il voulait que je pardonne et que j'oublie sans même qu'elle reconnaisse le mal qu'elle avait causé. C'était comme un autre exemple de lui excusant son comportement tout en s'attendant à ce que je prenne la grande route. Mais cette fois, je n'allais pas laisser ça arriver. J'ai mis mon pied à terre et je lui ai dit non. Si Marie voulait faire amende honorable, la première étape était de s'excuser, et jusqu'à ce que cela se produise, elle n'avait pas sa place dans ma vie, encore moins à mon mariage. C'est à ce moment-là que mon père a dit catégoriquement que si Marie n'était pas invitée, il ne viendrait pas non plus et ne m'accompagnerait pas dans l'allée. Il a même essayé de me manipuler en disant que leur absence provoquerait des commérages chez les gens et que cela me donnerait une mauvaise image de ne pas les avoir à mes côtés lors d'une occasion aussi importante. J'ai réalisé que c'était encore un autre exemple de lui essayant de contrôler la situation et de me culpabiliser pour que je fasse ce qu'il voulait. Mais j'avais pris ma décision. Je n'allais pas le laisser, ni lui ni personne d'autre, me manipuler, alors je l'ai complètement désinvité. S'il ne respectait pas mes limites, alors il ne méritait pas de faire partie de ma journée spéciale. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mon grand-père paternel et lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à l'allée. Quand j'ai parlé de la situation à grand-père, il a immédiatement accepté. Il a été honoré d'assumer ce rôle et il n'a pas hésité à exprimer sa déception face au comportement de mon père. Grand-père, comme beaucoup d'autres membres de notre famille, était au courant du favoritisme de mon père et du fait qu'il m'avait blâmé pour la mort de ma mère toute ma vie. Il était profondément déçu que, même maintenant, après tout, papa n'ait pas changé. Quoi qu'il en soit, le jour de mon mariage était magnifique. Grand-père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel avec fierté et nous avons passé un moment formidable à célébrer avec les gens qui se souciaient vraiment de moi et de mon bonheur. C'était comme le nouveau départ dont j'avais toujours rêvé, entouré d'amour et de soutien. Mais bien sûr, mon père n'allait pas laisser les choses se passer aussi facilement. Après le mariage, lorsqu'il a découvert ce qui s'était passé, il a piqué une énorme crise de colère. Il m'a appelé, indigné, et m'a dit qu'il ne pouvait pas croire que j'avais vécu un mariage sans lui. Il a admis qu'il s'était pleinement attendu à ce que je recule et que je l'invite à nouveau, et il était furieux que j'ai demandé à grand-père de prendre sa place, insistant sur le fait que grand-père n'avait pas le droit de m'accompagner jusqu'à l'allée. Ce qui a vraiment semblé pousser papa à bout, c'est le cadeau de mariage que j'avais reçu de grand-père. Vous voyez, lors de la réception, grand-père, qui m'avait tant soutenu tout au long de ce processus, a fait une annonce surprenante. Il a dit qu'il m'offrait sa maison de vacances comme cadeau de mariage, souhaitant que mon mari et moi y créions de nouveaux souvenirs. C'était complètement inattendu et j'étais submergé de gratitude. Grand-père m'a dit qu'il croyait qu'en Marie et moi,
c'était moi qui appréciais vraiment la valeur de la famille et les souvenirs qui accompagnaient la maison. Il a dit qu'il savait que je le chérirais et que j'en prendrais soin, tout comme lui. Son geste signifiait tout pour moi, mais il a rendu mon père furieux. En tant qu'enfant unique de grand-père, papa avait toujours pensé qu'il hériterait de tout, y compris de la maison de vacances. Maintenant qu'il me l'a offert, papa voit cela comme une trahison de ma part. Depuis le mariage, mon père et Marie m'accusent sans relâche de leur avoir volé la maison de vacances. Ils insistent sur le fait que mon père a le droit légal d'en hériter en tant qu'enfant unique de grand-père et font pression sur moi pour que je le lui rende. Les accusations sont aussi injustes qu'absurdes. Comme on pouvait s'y attendre, Marie a été la plus bruyante, encourageant papa et me décrivant comme une sorte d'opportuniste qui manipulait et profitait de la générosité de grand-père. Aïtea? Répondre à quelques-unes des questions les plus posées. Votre sœur est mariée? Non, ma sœur n'est pas encore mariée. Elle déteste l'engagement et ne reste dans des relations à long terme avec personne. Pourquoi ta sœur adulte reste-t-elle toujours avec ton père? Eh bien, c'est parce que Marie est l'enfant en or de mon père, et il est son filet de sécurité. Ils ont toujours eu une relation de codépendance, et cela semble fonctionner pour eux. Papa adore la gâter sans cesse pendant que j'ai travaillé dur pour me débrouiller seul. Marie continue de compter sur mon père pour tout. Elle n'a ni emploi stable ni économie. Pourquoi tes grands-parents ne t'ont-ils pas aidé plus tôt en tenant tête à ton père? Ils l'ont fait. Mes grands-parents ont toujours fait partie de ma vie et ont essayé de m'aider autant qu'ils le pouvaient. Ils ont essayé de parler à mon père à plusieurs reprises, mais mon père n'a jamais changé. En fin de compte, ce n'était pas leur responsabilité de m'élever, c'était celui de mon père. Il aurait dû intervenir, assumer ses responsabilités et être le parent dont j'avais besoin. Votre père est-il sorti avec quelqu'un après le décès de votre mère? Non, mon père est resté célibataire toutes ces années. Il pleure encore aujourd'hui la perte de ma mère. Je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment guéri de son décès. Alors, aujourd'hui, j'ai rencontré papa. Il m'appelait et m'envoyait des messages sans cesse depuis des semaines, et j'ai finalement décidé qu'il valait mieux le rencontrer face à face et mettre fin à ce drame en cours. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit fermement que je n'allais pas lui céder la maison de vacances et qu'il devait abandonner l'idée qu'il avait le droit d'en hériter. Grand-père me l'avait offert en cadeau et sa décision était définitive. Mon père, comme prévu, n'a pas bien pris ça. Il m'a traité d'égoïste et de manipulateur, m'accusant d'avoir volé quelque chose qui lui appartenait légitimement. Il m'a raconté à quel point je lui avais déjà pris tant de choses au fil des années, et même maintenant, il me semblait lui avoir pris autre chose. Ces paroles ne m'ont pas surpris, mais elles ont quand même piqué. C'est à ce moment-là que je l'ai regardé dans les yeux et lui ai demandé directement, « Pourquoi me détestes-tu autant? Qu'est-ce que je t'ai déjà fait ?» Ma question a semblé le prendre au dépourvu. J'ai pu voir papa hésiter pendant un moment, mais j'ai continué. Je lui ai dit que j'avais toujours fait ce que je pouvais pour l'aider, mais que son favoritisme et sa négligence à mon égard ont laissé une cicatrice permanente. Je ne demandais rien de plus. Juste de l'honnêteté. Il me reprochait la mort de ma mère, mais était-ce la seule raison de sa haine? Je lui ai rappelé que je n'étais qu'un bébé quand maman est morte, alors qu'attendait-il que je fasse pour la sauver? J'étais innocent, et si quelqu'un devait se sentir coupable, c'était bien lui de ne pas être là quand elle avait le plus besoin de lui. Il aurait dû être là pour ma mère plutôt que de partir en voyage de travail. J'ai dit à papa que ce n'était pas juste qu'il projette continuellement sa culpabilité et son chagrin sur moi. Ce n'était pas ma faute, et ça ne l'a jamais été. Pourtant, il avait passé toute ma vie à me punir pour quelque chose qui échappait à mon contrôle. Je pouvais sentir le poids de mes mots suspendus dans l'air. Au début, mon père a essayé d'éviter de me répondre directement, mais j'ai continué. Je lui ai dit que c'était sa chance de dire enfin ce qu'il avait en tête, une fois pour toutes, de tout laisser sortir. C'est à ce moment-là que mon père a finalement admis la vérité. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu d'un deuxième enfant et que lorsque maman était tombée enceinte de moi, il était contre. Il m'a expliqué comment, malgré les avertissements du médecin concernant les risques, maman avait insisté pour m'accoucher et papa l'avait poussé à avorter. En fin de compte, c'était sa décision, et il ne pouvait rien y faire. Alors, quand elle est morte en me mettant au monde, il m'a reproché de la lui avoir enlevée. Il m'a dit que pendant des années, il aurait souhaité que je ne sois jamais né et que, à mesure que je vieillissais et commençais à lui ressembler davantage, maman lui manquait encore plus. Mon cœur se brisa pendant qu'il parlait. Papa m'a dit que ce n'est qu'après avoir pris soin de lui cette année, à la suite de ses problèmes de santé,
qu'il s'est rendu compte que je ressemblais aussi davantage à maman à d'autres égards, notamment en termes d'attention et de générosité, tout comme elle. C'est à ce moment-là qu'il a finalement commencé à ressentir un immense sentiment de culpabilité, et c'est à ce moment-là qu'il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit qu'il regrettait sincèrement la façon dont il me traitait, mais il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher puisque ma sœur était plus facile que moi. Il a admis que Marie ne lui avait jamais rappelé maman où elle lui ressemblait davantage et ne l'avait jamais obligé à affronter sa propre douleur. Ensuite, mon père m'a raconté qu'il avait espéré que mon mariage pourrait tout arranger. Il espérait se présenter comme une famille unie à mon mariage, mais quand je n'ai pas invité Marie et que je l'ai désinvitée, j'avais apparemment tout gâché. Il a dit que demander à grand-père de m'accompagner jusqu'à l'hôtel était la plus grande trahison que j'aurais pu lui faire et que je lui avais volé l'expérience de père. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, il avait encore l'audace de me pointer du doigt. C'était comme si c'était moi qui lui avais fait du tort alors que tout ce que j'avais fait était d'essayer de guérir une relation qui avait toujours été à sens unique. Je me moquais de ses paroles, me sentant à la fois en colère et engourdi. Je lui ai dit clairement que je ne serais jamais assez bien pour lui. De toute évidence, j'allais toujours être le bouc émissaire de la famille, quoi qu'il arrive. À ce stade, j'avais juste fini d'essayer d'arranger les choses avec lui. Il ne méritait plus mes efforts ni mes soins. Je lui ai dit que s'il se retrouvait à nouveau à l'hôpital, il ne devrait plus s'attendre à ce que je paie ses factures médicales ou que je l'aide. Au lieu de cela, il devrait compter sur sa précieuse fille, Marie, qui ne peut même pas s'occuper de ses propres finances chaque mois. J'ai aussi rappelé à papa que grand-père m'avait donné la maison de vacances tout seul. Je lui ai dit que s'il avait un problème avec ça, il pouvait en parler à grand-père, parce que j'en avais fini d'essayer de m'expliquer ou de justifier mes actes. Papa a essayé de discuter davantage, mais je suis rapidement parti. J'avais fini de l'écouter. Depuis, papa m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas pris la peine de répondre. À ce stade, j'en ai juste fini avec sa présence toxique et je veux me concentrer sur mon mariage. Tout au long de tout cela, mon mari, Zach, m'a été d'un soutien formidable. Il comprend les problèmes de ma famille et me soutient. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour. Même après notre conversation, mon père n'a pas renoncé à me culpabiliser. Il n'arrêtait pas de m'envoyer SMS sur SMS remplis d'excuses, essayant de me faire changer d'avis sur tout. Il s'est excusé pour la façon dont il m'a traité et pour les choses qu'il a dites, espérant que je pourrais m'adoucir et reconsidérer ma décision de lui interrompre. Il m'a dit qu'il aurait vraiment besoin de moi à ses côtés chaque fois qu'il serait malade à l'avenir, puisque j'étais la seule en qui il pouvait avoir suffisamment confiance pour prendre soin de lui. Mais j'ai beau lire ces messages plusieurs fois, ils n'ont rien changé. Ces paroles semblaient vides de sens ou trop peu, trop tard. Ces excuses n'étaient qu'une autre tentative de reprendre le contrôle, et je n'y croyais plus. Pendant ce temps, Marie m'a envoyé un long message de colère me reprochant tout. Elle m'a dit à quel point c'était injuste de ma part de menacer de couper papa et qu'il avait déjà beaucoup souffert à cause de moi. Elle m'a aussi dit qu'à cause de moi, elle avait dû grandir sans mère. Selon elle, je suis une malédiction dans la vie de chacun et c'est de ma faute si notre famille est brisée. Elle est même allée jusqu'à prétendre que j'avais volé la maison de vacances à papa et que j'allais récupérer mon karma. Je n'ai pas perdu mon temps à lui répondre et je l'ai simplement bloqué. Elle peut pleurer et crier autant qu'elle veut, mais la maison de vacances est à moi et elle ne peut rien y faire.